fort comme la mort. Première partie, chapitre 2. Quand Bertin entra, le vendredi soir, chez son ami, où il devait dîner pour fêter le retour d'Annette de Guilleroy, il ne trouva encore dans le petit salon Louis XV que M. de Musadieu qui venait d'arriver. C'était un vieil homme d'esprit qui aurait pu devenir peut-être un homme de valeur et qui ne se consolait point de ce qu'il n'avait pas été. Ancien conservateur des musées impériaux, il avait trouvé moyen de se faire renommer inspecteur des beaux-arts sous la République, ce qui ne l'empêchait pas d'être, avant tout, l'ami des princes, de tous les princes, des princesses et des duchesses de l'aristocratie européenne, et le protecteur juré des artistes de toutes sortes. Doué d'une intelligence alerte, capable de tout entrevoir, d'une grande facilité de parole qui lui permettait de dire avec agrément les choses les plus ordinaires, d'une souplesse de pensée qui le mettait à l'aise dans tous les milieux, et d'un flair subtil de diplomate qui lui faisait juger les hommes à première vue, il promenait de salon en salon, le long des jours et des soirs, son activité éclairée, inutile et bavarde. Apte à tout faire, semblait-il, il parlait de tout avec un semblant de compétence attachant et une clarté de vulgarisateur qui le faisait fort apprécier des femmes du monde, à qui il rendait les services d'un bazar roulant d'érudition. Il savait, en effet, beaucoup de choses, sans avoir jamais lu que les livres indispensables, mais il était au mieux avec les 5 académies, avec tous les savants, tous les écrivains, tous les érudits spécialistes qui l'écoutaient avec discernement. Il savait oublier, aussitôt, les explications trop techniques ou inutiles à ses relations, retenait fort bien les autres, et prêtait à ses connaissances ainsi glanées un tour aisé, clair et bon enfant, qui les rendait faciles à comprendre comme des fabliaux scientifiques. Il donnait l'impression d'un entrepôt d'idées, d'un de ces vastes magasins où on ne rencontre jamais les objets rares, mais où tous les autres sont à foison, à bon marché, de toute nature, de toute origine, depuis les ustensiles de ménage jusqu'aux vulgaires instruments de physique amusante ou de chirurgie domestique. Les peintres, avec qui ses fonctions le laissaient en rapport constant, le blaguaient et le redoutaient. Il leur rendait d'ailleurs des services, leur faisait vendre des tableaux, les mettait en relation avec le monde, aimait les présenter, les protéger, les lancer, semblait se vouer à une œuvre mystérieuse de fusion entre les mondains et les artistes, se faisait gloire de connaître intimement ceux-ci et d'entrer familièrement chez ceux-là, de déjeuner avec le prince de Galles, de passage à Paris, et de dîner le soir même avec Paul Adelmans, Olivier Bertin et Amaury Maldan. Bertin, qui l'aimait assez, le trouvant drôle, disait de lui « C'est l'encyclopédie de Jules Verne, reliée en peau d'âne. » Les deux hommes se serrèrent la main et se mirent à parler de la situation politique, des bruits de guerre que Musadieu jugeait alarmants, pour des raisons évidentes qu'il exposait fort bien, l'Allemagne ayant tout intérêt à nous écraser et à hâter ce moment attendu depuis 18 ans par M. de Bismarck, tandis qu'Olivier Bertin prouvait, par des arguments irréfutables, que ses craintes étaient chimériques, l'Allemagne ne pouvant être assez folle pour compromettre sa conquête dans une aventure toujours douteuse, et le chancelier assez imprudent pour risquer, au dernier jour de sa vie, son œuvre et sa gloire d'un seul coup. M. de Musadieu, cependant, semblait savoir des choses qu'il ne voulait pas dire. Il avait vu, d'ailleurs, un ministre dans la journée et rencontré le grand-duc Vladimir, revenu de Cannes, la veille au soir. L'artiste résistait et, avec une ironie tranquille, contestait la compétence des gens les mieux informés. Derrière toutes ces rumeurs, on préparait des mouvements de bourse.
Seul M. de Bismarck devait avoir là-dessus une opinion arrêtée, peut-être. M. de Guilleroy entra, serra les mains avec empressement, en s'excusant par phrases onctueuses de les avoir laissés seuls. « Et vous, mon cher député, demanda le peintre, que pensez-vous des bruits de guerre ?» M. de Guilleroy se lança dans un discours. Il en savait plus que personne comme membre de la Chambre, et cependant il n'était pas du même avis que la plupart de ses collègues. Non, il ne croyait pas à la probabilité d'un conflit prochain, à moins qu'il ne fût provoqué par la turbulence française et par les rodomontades des soi-disant patriotes de la Ligue. Et il fit de M. de Bismarck un portrait à grands traits, un portrait à la Saint-Simon. Cet homme-là, on ne voulait pas le comprendre, parce qu'on prête toujours aux autres sa propre manière de penser, et qu'on les croit prêts à faire ce qu'on aurait fait à leur place. M. de Bismarck n'était pas un diplomate faux et menteur, mais un franc, un brutal, qui criait toujours la vérité, annonçait toujours ses intentions. « Je veux la paix », dit-il. C'était vrai. Il voulait la paix, rien que la paix, et tout le prouvait d'une façon aveuglante depuis 18 ans. Tout, jusqu'à ses armements, jusqu'à ses alliances, jusqu'à ce faisceau de peuples unis contre notre impétuosité. M. de Guilleroy conclut d'un ton profond, convaincu. « C'est un grand homme, un très grand homme, qui désire la tranquillité, mais qui croit seulement aux menaces et aux moyens violents pour l'obtenir. En somme, messieurs, un grand barbare. »« Qui veut la fin, veut les moyens, » reprit M. de Musadieu. « Je vous accorde volontiers qu'il adore la paix, si vous me concédez qu'il a toujours envie de faire la guerre pour l'obtenir. C'est là d'ailleurs une vérité indiscutable et phénoménale. On ne fait la guerre en ce monde que pour avoir la paix. » Un domestique annonçait « Madame la duchesse de Mortemin ». Dans les deux battants de la porte ouverte apparut une grande et forte femme qui entra avec autorité. Guilleroy, se précipitant, lui baisa les doigts et demanda « Comment allez-vous, duchesse ?» Les deux autres hommes la saluèrent avec une certaine familiarité distinguée, car la duchesse avait des façons d'être cordiales et brusques. Veuve du général-duc de Mortemin, mère d'une fille unique mariée au prince de Salia, fille du marquis de Farandal, de grande origine et royalement riche, elle recevait dans son hôtel de la rue de Varennes toutes les notoriétés du monde entier qui se rencontraient et se complimentaient chez elle. Aucune altesse ne traversait Paris sans dîner à sa table, et aucun homme ne pouvait faire parler de lui sans qu'elle eût aussitôt le désir de le connaître. Il fallait qu'elle le vît, qu'elle le fît causer, qu'elle le jugeât. Et cela l'amusait beaucoup, agitait sa vie, alimentait cette flamme de curiosité hautaine et bienveillante qui brûlait en elle. Elle s'était à peine assise, quand le même domestique cria « Monsieur le baron et madame la baronne de Corbel ». Ils étaient jeunes, le baron chauve et gros, la baronne fluette, élégante, très brune. Ce couple avait une situation spéciale dans l'aristocratie française, due uniquement au choix scrupuleux de ses relations. De petite noblesse, sans valeur, sans esprit, mue dans tous ses actes par un amour immodéré de ce qui est sélect, comme il faut, et distingué, il était parvenu, à force de hanter uniquement les maisons les plus princières, à force de montrer ses sentiments royalistes, pieux, corrects au suprême degré, à force de respecter tout ce qui doit être respecté, de mépriser tout ce qui doit être méprisé, de ne jamais se tromper sur un point des dogmes mondains, de ne jamais hésiter sur un détail d'étiquette, à passer aux yeux de beaucoup pour la fine fleur du high life. Son opinion formait une sorte de code du « comme il faut », et sa présence dans une maison constituait pour elle
un vrai titre d'honorabilité. Les Corbel étaient parents du comte de Guilleroy. « Eh bien, dit la duchesse étonnée, et votre femme ?» « Un instant, un petit instant, demanda le comte. Il y a une surprise. Elle va venir. » Quand madame de Guilleroy, mariée depuis un mois, avait fait son entrée dans le monde, elle fut présentée à la duchesse de Mortemain, qui tout de suite l'aima, l'adopta, la patronna. Depuis 20 ans, cette amitié ne s'était point démentie, et quand la duchesse disait « ma petite », on entendait encore en sa voix l'émotion de cette toquade subite et persistante. C'est chez elle qu'avait eu lieu la rencontre du peintre et de la comtesse. Musadieu s'était approché. Il demanda « La duchesse a-t-elle été voir l'exposition des intempérants ?»« Non. Qu'est-ce que c'est ?»« Un groupe d'artistes nouveaux, des impressionnistes à l'état d'ivresse. Il y en a 2 très forts. » La grande dame murmura avec dédain « Je n'aime pas les plaisanteries de ces messieurs. » Autoritaire, brusque, n'admettant guère d'autre opinion que la sienne, fondant la sienne uniquement sur la conscience de sa situation sociale, considérant, sans bien s'en rendre compte, les artistes et les savants comme des mercenaires intelligents chargés par Dieu d'amuser les gens du monde ou de leur rendre des services, elle ne donnait d'autre base à ses jugements que le degré d'étonnement et de plaisir irraisonné que lui procurait la vue d'une chose, la lecture d'un livre ou le récit d'une découverte. Grande, forte, lourde, rouge, parlant haut, elle passait pour avoir grand air parce que rien ne la troublait, qu'elle osait tout dire et protégeait le monde entier, les princes détrônés par ses réceptions en leur honneur, et même le Tout-Puissant par ses largesses au clergé et ses dons aux églises. Musadieu reprit. La duchesse, c'est elle qu'on croit avoir arrêté l'assassin de Marie Lambourg. Son intérêt s'éveilla brusquement et elle répondit « Non, racontez-moi ça. » Et il narra les détails. Haut, très maigre, portant un gilet blanc de petits diamants comme boutons de chemise, il parlait sans geste, avec un air correct qui lui permettait de dire les choses très osées dont il avait la spécialité. Fort myope, il semblait, malgré son pince-nez, ne jamais voir personne, et quand il s'asseyait, on eût dit que toute l'ossature de son corps se courbait suivant la forme du fauteuil. Son torse plié devenait tout petit, s'affaissait, comme si la colonne vertébrale eût été en caoutchouc. Ses jambes croisées l'une sur l'autre semblaient 2 rubans enroulés, et ses longs bras, retenus par ceux du siège, laissaient pendre des mains pâles, aux doigts interminables. Ses cheveux et sa moustache, teints artistement, avec des mèches blanches habilement oubliées, étaient un sujet de plaisanterie fréquent. Comme il expliquait à la duchesse que les bijoux de la fille publique assassinée avaient été donnés en cadeau par le meurtrier présumé à une autre créature de mœurs légères, la porte du grand salon s'ouvrit de nouveau, toute grande, et 2 femmes, en toilette de dentelle blanche, blondes, dans une crème de malines, se ressemblant comme 2 sœurs d'âge très différent, l'une un peu trop mûre, l'autre un peu trop jeune, l'une un peu trop forte, l'autre un peu trop mince, s'avancèrent en se tenant par la taille et en souriant. On cria, on applaudit. Personne, sauf Olivier Bertin, ne savait le retour d'Annette de Guilleroy, et l'apparition de la jeune fille à côté de sa mère, qui, d'un peu loin, semblait presque aussi fraîche, et même plus belle, car, fleur trop ouverte, elle n'avait pas fini d'être éclatante, tandis que l'enfant, à peine épanoui, commençait seulement à être jolie, les fit trouver charmantes, toutes les 2. La duchesse, ravie, battant des mains, s'exclamait
Dieu, qu'elles sont ravissantes et amusantes, l'une à côté de l'autre. Regardez donc, monsieur de Musadieu, comme elles se ressemblent. » On comparait. Deux opinions se formèrent aussitôt. D'après Musadieu, les Corbel et le comte de Guilleroy, la comtesse et sa fille, ne se ressemblaient que par le teint, les cheveux et surtout les yeux, qui étaient tout à fait les mêmes, également tachetés de points noirs, pareils à des minuscules gouttes d'encre tombées sur l'iris bleu. Mais d'ici peu, quand la jeune fille serait devenue une femme, elle ne se ressemblerait presque plus. D'après la duchesse, au contraire, et d'après Olivier Bertin, elles étaient en tout semblables, et seule la différence d'âge les faisait paraître différentes. Le peintre disait « Est-elle changée depuis 3 ans ? Je ne l'aurais pas reconnue. Je ne vais plus oser la tutoyer. » La comtesse se mit à rire. « Ah, par exemple, je voudrais bien vous voir dire vous à Annette. » La jeune fille, dont la future crânerie apparaissait sous des airs timidement espiègles, reprit. « C'est moi qui n'oserais plus dire tu à monsieur Bertin ?» Sa mère sourit. « Garde cette mauvaise habitude, je te la permets. Vous referez vite connaissance. » Mais Annette remuait la tête. « Non, non, ça me gênerait. » La duchesse, l'ayant embrassée, l'examinait en connaisseuse intéressée. « Voyons, petite, regarde-moi bien en face. Oui, tu as tout à fait le même regard que ta mère. Tu seras pas mal dans quelque temps quand tu auras pris du brillant. Il faut engraisser. Pas beaucoup, mais un peu. Tu es maigrichonne. » La comtesse s'écria. « Oh, ne lui dites pas cela. Et pourquoi ? C'est si agréable d'être mince. Moi, je vais me faire maigrir. » Mais madame de Mortemin se fâcha, oubliant dans la vivacité de sa colère la présence d'une fillette. « Ah, toujours. Vous en êtes toujours à la mode des os, parce qu'on les habille mieux que la chair. Moi, je suis de la génération des femmes grasses. Aujourd'hui, c'est la génération des femmes maigres. Ça me fait penser aux vaches d'Égypte. Je ne comprends pas les hommes, par exemple, qui ont l'air d'admirer vos carcasses. De notre temps, ils demandaient mieux. » Elle se tut au milieu des sourires, puis reprit. « Regarde ta maman, petite. Elle est très bien, juste à point. Imite-la. » On passait dans la salle à manger. Lorsqu'on fut assis, Musadieu reprit la discussion. « Moi, je dis que les hommes doivent être maigres parce qu'ils sont faits pour des exercices qui réclament de l'adresse et de l'agilité, incompatibles avec le ventre. Le cas des femmes est un peu différent. Est-ce pas votre avis, Corbel ?» Corbel fut perplexe, la duchesse étant forte et sa propre femme plus que mince. Mais la baronne vint au secours de son mari et résolument se prononça pour la sveltesse. L'année d'avant, elle avait dû lutter contre un commencement d'embonpoint qu'elle domina très vite. Madame de Guilleroy demanda « Dites, comment avez-vous fait ?» Et la baronne expliqua la méthode employée par toutes les femmes élégantes du jour. On ne buvait pas en mangeant. 1 heure après le repas seulement, on se permettait une tasse de thé très chaud, brûlant. Cela réussissait à tout le monde. Elle cita des exemples étonnants de grosses femmes devenues en 3 mois plus fines que des lames de couteau. La duchesse, exaspérée, s'écria « Dieu que c'est bête de se torturer ainsi. Vous n'aimez rien, mais rien, pas même le champagne. Voyons, Bertin, vous qui êtes artiste, qu'en pensez-vous ? » « Mon Dieu, madame, je suis peintre. Je drape, ça m'est égal. Si j'étais sculpteur, je me plaindrais. Mais vous êtes homme. Que préférez-vous ? » « Moi ? Une élégance un peu nourrie. Ce que ma cuisinière appelle un bon petit poulet de grain. Il n'est pas gras, il est plein et fin. » La comparaison fit rire, mais la comtesse, incrédule, regardait sa fille et murmurait « Non,
C'est très gentil d'être maigre. Les femmes qui restent maigres ne vieillissent pas. Ce point-là fut encore discuté et partagea la société. Tout le monde, cependant, se trouva à peu près d'accord sur ceci, qu'une personne très grasse ne devait pas maigrir trop vite. Cette observation donna lieu à une revue des femmes connues dans le monde et à de nouvelles contestations sur leur grâce, leur chic et leur beauté. Musadieu jugeait la blonde marquise de Lochrist incomparablement charmante, tandis que Bertin estimait sans rival madame Mandelière, brune, avec son front bas, ses yeux sombres et sa bouche un peu grande, où ses dents semblaient luire. Il était assis à côté de la jeune fille et, tout à coup, se tournant vers elle. « Écoute bien, Nanette, tout ce que nous disons là, tu l'entendras répéter au moins une fois par semaine, jusqu'à ce que tu sois vieille. En 8 jours, tu sauras par cœur tout ce qu'on pense dans le monde sur la politique, les femmes, les pièces de théâtre et le reste. Il n'y aura qu'à changer les noms des gens ou les titres des œuvres de temps en temps. Quand tu nous auras tous entendus exposer et défendre notre opinion, tu choisiras paisiblement la tienne parmi celles qu'on doit avoir, et puis tu n'auras plus besoin de penser à rien, jamais. Tu n'auras qu'à te reposer. » La petite, sans répondre, leva sur lui un œil malin où vivait une intelligence jeune, alerte, tenue en laisse et prête à partir. Mais la duchesse et Musadieu, qui jouaient aux idées comme on joue à la balle, sans s'apercevoir qu'ils se renvoyaient toujours les mêmes, protestèrent au nom de la pensée et de l'activité humaine. Alors Bertin s'efforça de démontrer combien l'intelligence des gens du monde, même les plus instruits, est sans valeur, sans nourriture et sans portée, combien leurs croyances sont pauvrement fondées, leur attention aux choses de l'esprit faible et indifférente, leur goût sautillant et douteux. Saisi par un de ces accès d'indignation à moitié vrai, à moitié factice, que provoque d'abord le désir d'être éloquent et qu'échauffe tout à coup un jugement clair, ordinairement obscurci par la bienveillance, il montra comment les gens qui ont pour unique occupation dans la vie de faire des visites et de dîner en ville se trouvent devenir, par une irrésistible fatalité, des êtres légers et gentils, mais banals, qu'agitent vaguement des soucis, des croyances et des appétits superficiels. Il montra que rien chez eux n'est profond, ardent, sincère, que leur culture intellectuelle étant nulle et leur érudition un simple vernis, ils demeurent, en somme, des mannequins qui donnent l'illusion et font les gestes d'êtres d'élite qu'ils ne sont pas. Il prouva que les frêles racines de leurs instincts ayant poussé dans les conventions et non dans les réalités, ils n'aiment rien véritablement, que le luxe même de leur existence est une satisfaction de vanité et non l'apaisement d'un besoin raffiné de leur corps, car on mange mal chez eux, on y boit de mauvais vin payé fort cher. Ils vivent, disait-il, à côté de tout, sans rien voir et rien pénétrer, à côté de la science qu'ils ignorent, à côté de la nature qu'ils ne savent pas regarder, à côté du bonheur, car ils sont impuissants à jouir ardemment de rien, à côté de la beauté du monde, ou de la beauté de l'art, dont ils parlent sans l'avoir découverte, et même sans y croire, car ils ignorent l'ivresse de goûter aux joies de la vie et de l'intelligence. Ils sont incapables de s'attacher à une chose jusqu'à l'aimer uniquement, de s'intéresser à rien jusqu'à être illuminés par le bonheur de comprendre. Le baron de Corbel crut devoir prendre la défense de la bonne compagnie. Il le fit avec des arguments inconsistants et irréfutables, de ces arguments qui fondent devant la raison comme la neige au feu et qu'on ne peut saisir,
des arguments absurdes et triomphants de curés de campagne qui démontrent Dieu. Il compara, pour finir, les gens du monde aux chevaux de course, qui ne servent à rien, à vrai dire, mais qui sont la gloire de la race chevaline. Bertin, gêné devant cet adversaire, gardait maintenant un silence dédaigneux et poli. Mais soudain, la bêtise du baron l'irrita, et, interrompant adroitement son discours, il raconta du lever jusqu'au coucher, sans rien omettre, la vie d'un homme bien élevé. Tous les détails finement saisis dessinaient une silhouette irrésistiblement comique. On voyait le monsieur habillé par son valet de chambre, exprimant d'abord au coiffeur qui le venait raser quelques idées générales, puis, au moment de la promenade matinale, interrogeant les palefreniers sur la santé des chevaux, puis trottant par les allées du bois, avec l'unique souci de saluer et d'être salué, puis déjeunant en face de sa femme, sorti en coupé de son côté, et ne lui parlant que pour énumérer le nom des personnes aperçues le matin, puis allant jusqu'au soir, de salon en salon, se retremper l'intelligence dans le commerce de ses semblables, et dînant chez un prince où était discutée l'attitude de l'Europe, pour finir ensuite la soirée au foyer de la danse, à l'opéra, où ses timides prétentions de viveur étaient satisfaites innocemment par l'apparence d'un mauvais lieu. Le portrait était si juste, sans que l'ironie en fût blessante pour personne, qu'un rire courait autour de la table. La duchesse, secouée par une gaieté retenue de grosses personnes, avait dans la poitrine de petites secousses discrètes. Elle dit enfin « Non, vraiment, c'est trop drôle, vous me ferez mourir de rire !» Bertin, très excité, riposta « Oh, madame, dans le monde, on ne meurt pas de rire, c'est à peine si on rit. On a la complaisance, par bon goût, d'avoir l'air de s'amuser et de faire semblant de rire. On imite assez bien la grimace, on ne fait jamais la chose. Allez dans les théâtres populaires, vous verrez rire. Allez chez les bourgeois qui s'amusent, vous verrez rire jusqu'à la suffocation. Allez dans les chambrées de soldats, vous verrez des hommes étranglés, les yeux pleins de larmes, se tordre sur leur lit devant les farces d'un loustic. Mais dans nos salons, on ne rit pas. Je vous dis qu'on fait le simulacre de tout, même du rire. Musadieu l'arrêta. « Permettez, vous êtes sévère. Vous-même, mon cher, il me semble pourtant que vous ne dédaignez pas ce monde que vous raillez si bien. » Bertin sourit. « Moi, je l'aime. Mais alors, je me méprise un peu comme un métis de race douteuse. »« Tout cela, c'est de la pose, » dit la duchesse. Et comme il se défendait de poser, elle termina la discussion en déclarant que tous les artistes aimaient à faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. La conversation alors devint générale, effleura tout, banale et douce, amicale et discrète, et comme le dîner touchait à sa fin, la comtesse, tout à coup, s'écria en montrant ses verres pleins devant elle. « Eh bien, je n'ai rien bu, rien, pas une goutte. Nous verrons si je maigrirai. » La duchesse, furieuse, voulut la forcer à avaler une gorgée ou deux d'eau minérale. Ce fut en vain, et elle s'écria « Oh, la sotte! Voilà que sa fille va lui tourner la tête. Je vous en prie, Guilleroy, empêchez votre femme de faire cette folie. » Le comte, en train d'expliquer à Musadieu le système d'une batteuse mécanique inventée en Amérique, n'avait pas entendu. « Quelle folie, duchesse ?»« La folie de vouloir maigrir. » Il jeta sur sa femme un regard bienveillant et indifférent. « C'est que je n'ai pas pris l'habitude de la contrarier. » La comtesse s'était levée en prenant le bras de son voisin. Le comte offrit le sien à la duchesse, et on passa dans le grand salon, le boudoir du fond étant réservé aux réceptions de la journée. C'était une pièce très vaste et très claire. Sur les 4 murs,
de larges et beaux panneaux de soie bleu pâle, à dessins anciens, enfermés en des encadrements blancs et or, prenaient sous la lumière des lampes et du lustre une teinte lunaire, douce et vive. Au milieu du principal, le portrait de la comtesse, par Olivier Bertin, semblait habiter, animer l'appartement. Il y était chez lui, mêlait à l'air même du salon son sourire de jeune femme, la grâce de son regard, le charme léger de ses cheveux blonds. C'était d'ailleurs presque un usage, une sorte de pratique d'urbanité, comme le signe de croix en entrant dans les églises, de complimenter le modèle sur l'œuvre du peintre chaque fois qu'on s'arrêtait devant. Musadieu n'y manquait jamais. Son opinion de connaisseur commissionné par l'État, ayant une valeur d'expertise légale, il se faisait un devoir d'affirmer souvent, avec conviction, la supériorité de cette peinture. « Vraiment, dit-il, voilà le plus beau portrait moderne que je connaisse. Il y a là-dedans une vie prodigieuse. » Le comte de Guilleroy, chez qui l'habitude d'entendre vanter cette toile avait enraciné la conviction qu'il possédait un chef-d'œuvre, s'approcha pour renchérir, et, pendant une minute ou deux, ils accumulèrent toutes les formules usitées et techniques pour célébrer les qualités apparentes et intentionnelles de ce tableau. Tous les yeux, levés vers le mur, semblaient ravis d'admiration, et Olivier Bertin, accoutumé à ces éloges, auxquels il ne prêtait guère plus d'attention qu'on ne fait aux questions sur la santé après une rencontre dans la rue, redressait cependant la lampe à réflecteur placée devant le portrait pour l'éclairer, le domestique l'ayant posé par négligence un peu de travers. Puis on s'assit, et le comte, s'étant approché de la duchesse, elle lui dit « Je crois que mon neveu va venir me chercher et vous demander une tasse de thé. » Leurs désirs depuis quelque temps s'étaient rencontrés et devinés, sans qu'ils se les fussent encore confiés, même par des sous-entendus. Le frère de la duchesse de Mortemin, le marquis de Farandal, après s'être presque entièrement ruiné au jeu, était mort d'une chute de cheval, en laissant une veuve et un fils. Âgé maintenant de 28 ans, ce jeune homme, un des plus convoités meneurs de cotillons d'Europe, car on le faisait venir parfois à Vienne et à Londres pour couronner, par des tours de valse, des bals princiers, bien qu'à peu près sans fortune, demeurait par sa situation, par sa famille, par son nom, par ses parentés presque royales, un des hommes les plus recherchés et les plus enviés de Paris. Il fallait affermir cette gloire trop jeune, dansante et sportive, et, après un mariage riche, très riche, remplacer les succès mondains par des succès politiques. Dès qu'il serait député, le marquis deviendrait, par ce seul fait, une des colonnes du trône futur, un des conseillers du roi, un des chefs du parti. La duchesse, bien renseignée, connaissait l'énorme fortune du comte de Guilleroy, thésauriseur prudent, logé dans un simple appartement quand il aurait pu vivre en grand seigneur dans un des plus beaux hôtels de Paris. Elle savait ses spéculations toujours heureuses, son flair subtil de financier, sa participation aux affaires les plus fructueuses lancées depuis 10 ans, et elle avait eu la pensée de faire épouser à son neveu la fille du député normand à qui ce mariage donnerait une influence prépondérante dans la société aristocratique de l'entourage des princes. Guilleroy, qui avait fait un mariage riche et multiplié par son adresse une belle fortune personnelle, couvait maintenant d'autres ambitions. Il croyait au retour du roi et voulait, ce jour-là, être en mesure de profiter de cet événement de la façon la plus complète. Simple député, il ne comptait pas pour grand-chose. Beau-père du marquis de Farandal, dont les aïeux avaient été les familiers fidèles et préférés de la maison royale de France, il montait au premier rang. L'amitié de la duchesse pour sa femme,
prêtait en outre à cette union un caractère d'intimité très précieux, et par crainte qu'une autre jeune fille se rencontrât qui plût subitement au marquis, il avait fait revenir la sienne afin de hâter les événements. Madame de Mortemain, pressentant ses projets et les devinant, y prêtait une complicité silencieuse, et, ce jour-là même, bien qu'elle n'eût pas été prévenue du brusque retour de la jeune fille, elle avait engagé son neveu à venir chez les Guilleroy afin de l'habituer peu à peu à entrer souvent dans cette maison. Pour la première fois, le comte et la duchesse parlèrent à mots couverts de leurs désirs, et en se quittant, un traité d'alliance était conclu. On riait à l'autre bout du salon. M. de Musadieu racontait à la baronne de Corbel la présentation d'une ambassade nègre au président de la République quand le marquis de Farandal fut annoncé. Il parut sur la porte et s'arrêta. Par un geste du bras rapide et familier, il posa un monocle sur son œil droit et l'y laissa comme pour reconnaître le salon où il pénétrait, mais pour donner, peut-être, aux gens qui s'y trouvaient, le temps de le voir, et pour marquer son entrée. Puis, par un imperceptible mouvement de la joue et du sourcil, il laissa retomber le morceau de verre au bout d'un cheveu de soie noire et s'avança vivement vers madame de Guilleroy, dont il baisa la main tendue en s'inclinant très bas. Il en fit autant pour sa tante, puis il salua en serrant les autres mains, allant de l'un à l'autre avec une élégante aisance. C'était un grand garçon à moustache rousse, un peu chauve déjà, taillé en officier, avec des allures anglaises de sportsman. On sentait, à le voir, un de ces hommes dont tous les membres sont plus exercés que la tête, et qui n'ont d'amour que pour les choses où se développent la force et l'activité physique. Il était instruit pourtant, car il avait appris, et il apprenait encore chaque jour, avec une grande tension d'esprit, tout ce qui lui serait utile de savoir plus tard. L'histoire, en s'acharnant sur les dates et en se méprenant sur les enseignements des faits, et les notions élémentaires d'économie politique nécessaires à un député, l'ABC de la sociologie, à l'usage des classes dirigeantes. Musadieu l'estimait, disant « Ce sera un homme de valeur ». Bertin appréciait son adresse et sa vigueur. Ils allaient à la même salle d'armes, chassaient ensemble, souvent, et se rencontraient à cheval dans les allées du bois. Entre eux était née une sympathie de goût commun, cette franc-maçonnerie instinctive que crée entre deux hommes un sujet de conversation tout trouvé agréable à l'un comme à l'autre. Quand on présenta le marquis à Annette de Guilleroy, il eut brusquement le soupçon des combinaisons de sa tante, et, après s'être incliné, il la parcourut d'un regard rapide d'amateur. Il la jugea gentille, et surtout pleine de promesses, car il avait tant conduit de cotillons qu'il s'y connaissait en jeune fille, et pouvait prédire presque à coup sûr l'avenir de leur beauté, comme un expert qui goûte un vin trop vert. Il échangea seulement avec elle quelques phrases insignifiantes, puis s'assit auprès de la baronne de Corbel afin de potiner à mi-voix. On se retira de bonne heure, et quand tout le monde fut parti, l'enfant couché, les lampes éteintes, les domestiques remontés en leur chambre, le comte de Guilleroy, marchant à travers le salon, éclairé seulement par 2 bougies, retint longtemps la comtesse ensommeillée sur un fauteuil pour développer ses espérances, détailler l'attitude à garder, prévoir toutes les combinaisons, les chances et les précautions à prendre. Il était tard quand il se retira, ravi d'ailleurs de sa soirée, et murmurant « Je crois bien que c'est une affaire faite ».